Et je le disais aussi, quand les grues vont quitter les chantiers, puisqu'il n'y aura plus de chantier, au lieu d'aller dans les ateliers, peut-être qu'elles vont se poser au printemps, les grues, sur les périphériques ou sur quelques ronds-points ou sur quelques taux. Ça promet. Mais là, je ne pourrais pas retenir ma base. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de 300 000 salariés, c'est des dizaines de milliers d'entreprises, donc d'entrepreneurs qui sont sur le carreau. Aujourd'hui, c'est pas sérieux. Il faut nous écouter, c'est pas sérieux. Attention, la grogne est là et ça sera beaucoup plus violent. Vous savez, le BTP, ils sortent jamais dans la rue. Si jamais ils sortent en 2024 dans la rue, il y a les Jeux Olympiques. Si on veut que tout se passe bien, il va falloir nous écouter. Ces mots, ce sont d'un type qui s'appelle Olivier Saléron, qui est le président de la Fédération française du bâtiment. Et pour lui, il y a une immense crise qui se prépare dans le bâtiment et qui pourrait bien déboucher à des blocages comme on l'a vu avec les agriculteurs. Donc forcément, nous, quand on voit ça, on trouve ça très intéressant. Donc on a fouillé, on a lu pas mal d'articles et on va vous présenter dans cette vidéo l'analyse qu'on en tire, histoire de vous expliquer un petit peu tous les enjeux qu'il y a derrière ça. On va parler inflation, taux directeur, faillite, subvention et monopole, tout ce qu'il faut pour comprendre la crise du bâtiment qui va bientôt exploser en France. On va commencer par un petit proverbe que tu as peut-être déjà entendu, c'est « quand le bâtiment va, tout va ». Et en fait, derrière ce proverbe, il y a une vraie réalité, c'est que le bâtiment, c'est 1 720 000 actifs en France, répartis dans 400 000 entreprises qui brassent 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Des actifs qui dépensent donc leur argent dans l'économie, des entreprises qui font des commandes de matériaux, qui construisent plein de trucs différents, avec l'État qui chope du fric avec les taxes et les impôts, tu vois. Ce qui fait que quand cette immense fourmilière va bien, et ben en fait ça permet à des millions de personnes, directement ou indirectement, d'avoir de l'argent, de le dépenser et donc de faire tourner l'économie. D'où l'expression quand le bâtiment va, et ben en fait il y a tellement de choses qui vont bien avec ça que globalement la situation est bonne. Et il y a un détail important, c'est que dans ce secteur, t'as des très grosses entreprises. On connaît par exemple Lafarge ou alors Vinci, tu vois. Sauf qu'en réalité, les entreprises de plus de 50 salariés, elles ne touchent que 31% de ces 160 milliards de chiffre d'affaires du bâtiment. Autrement dit, le gros du travail en France est réalisé par un grand réseau de petites entreprises, souvent artisanales et familiales. Le bâtiment, c'est donc central dans l'économie française, c'est composé de plein de petites boîtes, et comme tout le monde, ils doivent subir l'inflation, et c'est là que ça va commencer à poser problème. On va commencer par le plus simple, le bâtiment, ils ont besoin de matériaux pour construire les maisons et faire les rénovations, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'entre 2020 et 2023, globalement, les prix, ils ont pris 20%. Et t'as des trucs genre les charpentes métalliques qui ont gonflé de 41%, ou alors les fermetures en aluminium qui ont pris 31%. Et logiquement, l'augmentation des coûts des matériaux d'un côté, ça fait augmenter le coût des prix des travaux, parce que du coup, il faut payer ces matériaux-là pour les entreprises. Sauf que ça pose problème, notamment pour les collectivités qui ont commencé à construire après les élections de 2020. Allez, un exemple parmi d'autres, dans l'Oise, tu as la commune d'Arcy qui a fait retaper sa cantine. En 3 ans, le coût de construction, il a doublé, passant de 645 000 € à plus d'1 million d'euros aujourd'hui. En plus de l'inflation des matières premières, il y a eu aussi le confinement qui a rallongé le temps des travaux et donc leur coût. Et le budget des communes, lui, à côté, forcément, il n'a pas doublé. Du coup, les 600 000 € en plus de dépenses pour cette cantine, ça va pas être alloué pour d'autres projets de construction. Ce qui fait que l'inflation fait globalement baisser le nombre de commandes des entreprises du bâtiment. Surtout que les travaux des Jeux Olympiques vont bientôt être terminés, et du coup, là, ça va être un gros manque aussi pour ces entreprises. Et pareil pour nous, les particuliers, on subit l'inflation. On est 1 sur 2 à sauter des repas. Du coup, on a du mal à manger, on a du mal à chauffer. Donc, on repousse à plus tard tous les travaux ou tous nos projets de construction. Ce qui fait que, pour les entreprises, ça fait moins de commandes, forcément. Et surtout, ceux qui suivent un peu cette actualité, ils savent bien que les taux d'intérêt des banques, ça a augmenté pour les prêts. Sauf que, en fait, la construction, pour les particuliers, c'est financé grâce aux prêts, grâce au crédit immobilier des banques privées. Et donc, vu que le crédit est plus cher et qu'on a moins d'argent, forcément, on fait beaucoup moins de crédit immobilier. En 2 ans, le volume en euros des crédits immobiliers en France a chuté de 40%. Ce qui fait que le marché du neuf immobilier a lui aussi baissé de 40%. Et tous ces crédits qui n'ont pas été faits, c'est autant de projets immobiliers qui ne sont pas entrepris par nos entreprises du bâtiment, qui se retrouvent du coup avec beaucoup moins de projets. Tous ces projets non financés, à cause de l'inflation, ça représente des milliards et des milliards qui ne vont plus dans les poches des entreprises du bâtiment. Concrètement, la Fédération française du bâtiment y prévoit une chute du chiffre d'affaires de 9%
d'ici 2025. C'est énorme pour un secteur qui emploie encore une fois quasiment 2 millions de personnes. L'inflation, c'est donc la base de la crise de l'immobilier qui a fait effondrer le financement du secteur de la part des collectivités et des particuliers, qui a fait donc baisser la demande, qui fait que c'est un peu la merde maintenant, quoi. Comment est-ce que réagissent les entreprises du bâtiment au manque de demande et de financement? Commençons par un exemple, les entreprises de briques, tu vois. Une grosse part de leur activité dépend évidemment du secteur du bâtiment, qui tourne aujourd'hui au ralenti, comme on l'a vu. Donc il y a moins de demande de briques, ce qui fait que la Fédération française de tuiles et de briques accuse une baisse des ventes de 35 à 40% entre septembre 2022 et septembre 2023. Moins de demandes, donc moins de travaux, et donc il faut adapter les équipes en ralentissant les intérimaires, voire en commençant à licencier. Et cette logique, elle se retrouve dans toutes les entreprises concernées par le bâtiment. Comme l'aménagement de l'habitation, les meubles, les jardins qui ne sont pas des produits essentiels et qui voient leur carnet de commande se vider. Pareil pour les échafaudages aussi, on n'y pense pas, ou pour les granulats dont la production ne cesse de baisser ces 2 dernières années. Pareil pour le BTP ou la construction ou le marché du neuf. Encore une fois, on le répète, mais cette information est importante, le marché du neuf a baissé de 40% en 2 ans, qui est colossal, hein. Les équipes sont taillées pour une grosse activité du bâtiment qui se retrouve aujourd'hui sans projet et donc sans financement. En octobre dernier, on parlait d'une baisse de 30% des permis de construire. Donc forcément, la mise en chantier, elle suit derrière. Elle est à moins 16%, et ça va augmenter au fil des semaines, puisque du coup, c'est ricochet, tu vois, c'est réaction en chaîne, ce truc. En tout, d'après la Fédération française du bâtiment, l'activité devrait baisser de 21%. En 2025, on estime donc que 150 000 licenciements auront lieu dans le secteur du bâtiment suite à la baisse des demandes. C'est colossal, 150 000 personnes. Et encore là, on compte pas, par exemple, les architectes, les promoteurs, les bureaux d'études, qui eux n'ont plus de projet et n'ont plus de quoi financer la boutique. Autre problème, par exemple, l'inflation, ça pousse les couples avec enfants à ne pas construire des maisons pour s'installer, tu vois, parce qu'ils n'ont pas les thunes, ils font pas de crédit maintenant, ils attendent que ça se tasse, etc. Ce qui fait qu'ils restent dans leur appartement. Donc leur appartement se libère pas. Ce qui fait que le nombre de locations sur le marché a lui aussi baissé d'à peu près 40%. Donc il y a beaucoup moins de locations qu'avant. Donc ça devient vraiment galère pour nous de trouver un appartement, surtout que les propriétaires ils en profitent pour augmenter les prix, hein, tu connais. Mais il faut aussi penser aux conséquences que ça a pour les agences immobilières par exemple. Celles-ci elles avaient fleuri partout dans nos villes ces dernières années, sauf qu'aujourd'hui ils se retrouvent quasiment sans projet. T'en as 10% d'entre elles qui n'ont plus aucun appartement ou maison à proposer à leurs clients. Et pareil pour les startups de l'immobilier. Elles ont fait des millions et des millions de levées de fonds en promettant aux propriétaires une gestion simple et rentable de leurs biens immobiliers. Résultat, aujourd'hui, les dépôts de bilan se multiplient, faute d'actifs à proposer. Sans commande, les faillites se multiplient dans tous les secteurs. Et on est d'accord pour dire que les agences immobilières et les startups immobilières digitales intelligentes, là, c'est pas très utile pour le genre humain, pour notre économie, pour la France, tout ce que tu veux, c'est des parasites, ok. Mais n'empêche que c'est une activité économique qui emploie des gens et dont le ralentissement aujourd'hui va produire des licenciements. Et ça, c'est emmerdant. Moins de salariés, donc moins de cotisations, moins d'activités, donc moins d'impôts et de taxes, ce qui fait que la crise du bâtiment touche aussi le budget de l'État. Une baisse qui convainc le ministère de baisser les subventions aux bâtiments et aux rénovations, au risque d'ailleurs de faire un peu une boucle infernale parce qu'en réduisant les subventions, on coupe encore plus le financement public dans le secteur du bâtiment, au moment où il en a cruellement besoin. La seule exception qui contrebalance légèrement la crise de l'immobilier, ce sont les rénovations qui continuent de se développer, encore une fois, très légèrement, grâce à des subventions massives de l'État. Mais ça, on va le voir juste après dans la vidéo. Bref, ce qu'on voit, c'est que l'inflation a produit une baisse de la demande, donc une baisse des financements, donc une augmentation des faillites et des licenciements dans tout le secteur du bâtiment. Des matériaux jusqu'à la construction, de la vente jusqu'au budget de l'État. Une crise extrêmement grave qui se propage dans toutes les entreprises du bâtiment, qui se retrouvent donc devant un mur et qui vont devoir lutter pour leur survie. La concurrence se renforce avec la crise économique. Les entreprises du bâtiment vont donc aller sur les marchés les plus porteurs. Par exemple, les entreprises du bâtiment de Guingamp, puisqu'il n'y a plus rien à Guingamp, vont aller à Rennes parce que là-bas, il y a encore quelques projets qui se font. Il y a encore quelques budgets, tu vois. Ce qui fait que tu vas avoir de plus en plus d'entreprises du bâtiment dans les grandes villes. Donc la concurrence va augmenter, ce qui va amener à une baisse des marges et donc une baisse des rentabilités de toutes ces entreprises
qui vont se manger entre elles pour choper les derniers marchés. Sauf que dans cette crise, toutes les entreprises ne jouent pas à armes égales. Tu as d'un côté les entreprises qu'on appelle simples et de l'autre côté les entreprises qu'on appelle combinées. Qu'est-ce que c'est une entreprise combinée? On va voir ça ensemble. Déjà, une entreprise simple du bâtiment, elle va s'occuper d'une tâche. Soit par exemple les rénovations, la plomberie, chauffagiste ou alors électricien, tu vois. Sauf qu'une entreprise combinée, elle va faire plusieurs tâches à la fois. Elle va par exemple proposer à ses clients une rénovation totale avec chauffage écologique, installation de panneaux solaires et contrôle par ordinateur. Ces entreprises combinent plusieurs étapes de la chaîne de production au sein d'une même organisation. Et il y a deux gros avantages à la combinaison. Déjà, côté client, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas plein de papiers à gérer et plein d'entreprises à organiser, tu vois. Tu signes juste un papier et c'est bon, tout est fait. Et deuxièmement, côté entreprise, ils gagnent des clients, hein, tous ceux qui veulent juste signer un seul papier. Bon, ils vont dans les entreprises combinées. Et surtout, en fait, ils peuvent proposer des prix moins chers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils peuvent organiser tous les travaux en même temps. D'accord? Et donc réaliser bien plus facilement ces travaux-là que plusieurs entreprises qui se marcheraient dessus les unes après les autres. Les entreprises combinées sont plus efficaces et réalisent de plus grandes marges que leurs concurrents. C'est justement en rognant ce qu'il faut sur leur marge temporairement que ces entreprises combinées arrivent à tenir en temps de crise en proposant des prix plus bas que leurs concurrents non combinés et donc en s'accaparant les marchés qui restent. Et forcément, ce sont des entreprises qui sont plus grandes et qui emploient plus de monde. Donc, la crise économique pousse à la faillite des petites entreprises du bâtiment et au renforcement des grosses entreprises du bâtiment. Surtout que derrière cette logique, qui est une logique capitaliste assez connue, tu vois, derrière ce truc-là, t'as en plus les subventions de l'État qui aggravent le problème. Par an, le gouvernement il file 4 milliards de subventions pour les rénovations. C'est un plan qui s'appelle MaPrimeRénov' 2024 et ça permet de financer par exemple les travaux dans une maison à condition d'avoir un chauffage décarboné style les pompes à chaleur et de faire un diagnostic énergétique de sa baraque. Donc si tu veux rénover juste ta petite fenêtre là, en fait tu es obligé d'acheter une pompe à chaleur. Alors c'est vrai que la pompe à chaleur, il y a des subventions. Mais c'est quand même des milliers d'euros qu'il faut payer en plus de sa poche. Sauf qu'en temps de crise et en temps d'inflation, on les a pas ces milliers d'euros là. Du coup, on fait pas ces rénovations. Donc, ça fait pas des commandes pour les entreprises. Alors, pour les appartements, il n'y a pas besoin de changer la pompe à chaleur parce que tu maîtrises pas le chauffage dans ton appartement. Mais il y a quand même beaucoup de démarches à faire, notamment des démarches administratives à faire. Et quand on prend tous ces éléments, ça fait que les entreprises combinées, qui savent faire des travaux, du chauffage, des diagnostics et de la paperasse, en fait, sont bien plus avantagés par ces subventions que les autres entreprises, puisque eux, ils peuvent proposer tout ça d'un seul coup pour moins cher. D'où le fait que les artisans contestent ces aides-là en disant qu'elles ne sont pas faites pour eux, pour les petites entreprises, mais bien faites pour les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises combinées. Olivier Saléron, le syndicaliste qu'on a vu au début de la vidéo, là, il dit que l'État impose aussi un accompagnateur énergétique pour toucher la prime si tu veux faire des travaux, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un gros manque de ces accompagnateurs qui fait que il y a plus de versement d'aide quasiment. Il y a des retards immenses de plusieurs mois dans ces travaux-là. Ce qui fait que toucher ces subventions, pour toutes ces raisons, c'est très techniquement compliqué. Et donc ceux qui vont faire des rénovations, ceux qui vont faire des travaux, ceux qui vont faire des constructions, ce sont ceux qui peuvent se passer de ces subventions, c'est-à-dire les riches. Et les riches, eux, ils vont pas prendre le petit gars du coin pour faire la rénovation des fenêtres, ils vont prendre une grosse entreprise qui vont tout faire d'un seul coup. Et donc là encore, par jeu de concurrence, par jeu de subvention, c'est les grandes entreprises combinées qui sont avantagées. Et ces grosses boîtes-là, évidemment, elles ont plus de stock aussi que les petites boîtes, elles ont plus de trésorerie que les petites boîtes, donc elles peuvent tenir le choc face à une baisse des volumes, tu vois. Juste le temps en tout cas que les petites entreprises fassent faillite et qu'elles abandonnent leurs projets de construction aux grandes entreprises qui, elles, ont résisté à la tempête. Bref, là on voit que la crise n'est pas du tout la même pour tout le monde. Elle met à terre les petites entreprises très sensibles à l'inflation et à la baisse de demande, mais favorise les grosses entreprises, notamment combinées, qui vont pouvoir davantage grandir encore et encore, captant le marché des petites boîtes et profitant des subventions. L'objectif alors du gouvernement, c'est de transformer l'économie du bâtiment en renforçant quelques grosses entreprises très rentables, plutôt que de sauver plein de petites entreprises peu rentables. Sauf que le problème dans cette stratégie, c'est ce qu'on appelle un carnage social. Maintenant, il faut penser que tous les acteurs sont liés les uns aux autres dans l'économie. Ce qui fait que quand tu vas avoir 150 000 licenciements directs qui va se faire dans le bâtiment, en fait, ça va faire 150 000 personnes qui vont se retrouver sans salaire mais avec une petite indemnité chômage et qui vont par exemple moins consommer au supermarché, ce qui va avoir des répercussions sur les agriculteurs, sur les industriels et sur les distributeurs. Ça va faire 150 000 personnes qui iront moins au cinéma, qui iront moins au bar
qui iront moins au stade, impactant tous les commerces, réduisant leurs ventes et les poussant à pratiquer des prix bas. Donc par exemple à favoriser les importations étrangères, notamment dans l'alimentation, ce qui va faire que les gens vont consommer moins français parce qu'ils n'auront plus le choix, parce qu'il y aura moins de thunes, ce qui va produire d'autres licenciements en France. Et surtout avec les saloperies de réformes chômage qu'ont fait passer le gouvernement Macron et compagnie ces derniers temps, ça va faire encore plus chuter et ralentir la consommation en France, et donc ralentir l'économie tout entière. Bref, cette crise du bâtiment se propage dans toute la société française. Donc forcément, le gouvernement, il essaye d'arranger un peu les choses, quoi. Déjà, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une loi immigration. Déjà pour le plaisir de leur électorat et pour marcher un peu sur les plates-bandes du Front National, mais aussi pour se débarrasser en premier des ouvriers immigrés du bâtiment, histoire d'épargner les Français à qui il faudrait payer plus de chômage et qui, eux, iront voter aux prochaines élections. Mais ça suffit pas, donc l'État a besoin d'autres solutions. Par exemple, faciliter le crédit des banques privées pour que les gens moins solvables puissent quand même s'endetter. Le problème, c'est que la pauvreté se répand en France, et donc avec cette politique, tu vas avoir un nombre d'impayés au niveau des banques, au niveau des emprunts, qui va augmenter. Et là, d'un seul coup, vous remarquez comment une crise économique dans un secteur, le bâtiment, par effet de cause à conséquence, peut produire une crise bancaire qui là met en danger la société tout entière. Une crise du bâtiment qui arrive en même temps qu'une crise d'un autre secteur qui est l'artisanat, la restauration et l'hôtellerie, qui eux doivent rembourser les emprunts qu'ils ont fait pendant le Covid, qui doivent payer les factures d'énergie qui explosent, le tout avec moins de clients. Une crise du bâtiment qui se fait en même temps qu'une vague de licenciements dans l'industrie partout en Europe, et y compris en France, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Donc on remarque bien, quand on prend un petit peu de recul, qu'en fait les crises, elles sont multiples, et elles sont simultanées. Je veux dire, c'est tout qui part en volo en ce moment. Sauf que c'est important, et vous nous connaissez au Canada, c'est important de ne pas terminer cette analyse ici, parce qu'il y a 2-3 petits détails quand même. C'est qu'il y a une situation et il y a la réaction. On l'a vu, la crise du bâtiment va mettre des milliers d'entreprises dans la merde. Voilà, des milliers d'entreprises qui vont faire faillite au profit des grosses entreprises. Mais concrètement, ça veut dire quoi de dire ça? Ça veut dire que des milliers de chefs d'entreprise et leurs salariés vont se retrouver sans projet, avec un gouvernement qui se fout d'eux et avec des gros engins inutilisés qui vont pouvoir emmener avec eux en manifestation et au blocage. Surtout que pour eux, c'est leur activité qui est en jeu, et c'est pas rien ça. Des fois, c'est tout le travail d'une vie, une entreprise, d'accord? Surtout que c'est pas le moment de perdre son entreprise ou son CDI, vu la situation économique et vu les réformes du gouvernement. Et cette mobilisation du bâtiment, en réalité, elle a déjà commencé. À Brest, le dépôt pétrolier a été bloqué totalement le lundi 12 février, mettant à sec 20% des stations du Finistère avant que la police n'intervienne et fasse des relevés d'identité. Les bloqueurs, c'était des entreprises de terrassement et d'assainissement qui subissent la crise. À Lorient, la fédération départementale de la CNATP, donc les travaux publics, eux, ils ont bloqué le dépôt pétrolier de Lorient pendant 17 jours. Leur revendication, c'était l'annulation de la taxe sur le GNR, d'accord, qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Réponse du gouvernement, on va procéder à quelques remboursements de surtaxes ici et là pour quelques entreprises. Donc en clair, la crise, elle continue. Le 10 février, il y a eu une opération escargot entre Montbéliard et Belfort organisée par le syndicat des entreprises artisanales du bâtiment. Encore une fois, le GNR était la revendication principale et c'est ça qui les ont poussés à la mobilisation, mais pas que. Il y avait aussi les subventions de l'État qui se concentrent sur les grosses entreprises au détriment de l'artisanat comme on l'a vu. Toutes ces mobilisations vont se répéter jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Sauf que, spoiler, Macron ne trouvera rien comme solution. L'État n'a plus de thunes, ils n'ont plus envie de toucher au système immobilier, et ils se contenteront de favoriser les grands rentiers et les grandes entreprises qui, dans cette crise, se font beaucoup d'argent. Ce qui va être décisif, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer ces crises multiples qui arrivent en même temps. La crise du bâtiment, celle des agriculteurs, celle des restaurateurs, des locataires, puis tous les salariés, puis tous les chômeurs. En fait, on est tous au pied du mur, on est tous appauvris et tous pris pour des cons. Donc comment est-ce qu'on va se parler entre nous pour organiser toutes ces forces-là? Et donc l'éléphant qu'il y a au milieu du couloir de cette affaire, c'est que toutes les crises arrivent en même temps. Parce que nous vivons une crise économique globale. Et que cette crise économique globale, on ne va pas pouvoir la résoudre avec des petites réformes. Genre, tu sais, la FNSEA qui dit on pourrait s'arranger si vous nous permettez de balancer plus de pesticides. Non, ça va pas se terminer comme ça. La crise, elle va pas se terminer comme ça. Elle va continuer si on fait juste des petites réformes comme le gouvernement va faire. Donc pour nous, il faut faire 2 choses. La première, c'est expliquer les crises. C'est ce qu'on fait au Canard dans toutes les vidéos qu'on fait en ce moment. Expliquer les crises, expliquer leur origine, expliquer ceux qui en profitent
et montrer du doigt ceux qui organisent cette crise-là pour ne pas être dupes et croire les propagandes des bourges à la télévision quand ils vont nous tenter de dire que oui, non mais c'est la faute des pauvres et qu'ils vont essayer d'éteindre l'incendie avec leur langue de bois, tu sais. Et le deuxième point essentiel pour nous, c'est de partager partout où c'est possible l'idée que nous devons nous unir. Nous unir parce que nous vivons la même crise économique. Nous unir ensemble pour parler, pour réfléchir, se convaincre et trouver des solutions communes et s'organiser dans un mouvement large et national contre ce système qui nous broie. Tout en étant capable, et ça c'est très important, de faire durer dans le temps ces mobilisations et ce mouvement, qu'on ait quelque chose de fort qui nous unit ensemble pour qu'on soit un jour capable, nous le peuple, de gouverner et que ce soit nous le peuple qui soyons la classe dominante contre les riches, contre la bourgeoisie qui organise tout là en ce moment et qu'on puisse organiser notre société, notre immobilier, notre agriculture, notre production, notre culture, bref, toute notre vie selon nos intérêts à nous et selon nos volontés à nous. Et tout ce travail-là, c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos vidéos, que ce soit sur Canard Réfractaire ou sur Actu Réfractaire. Donc si ce projet te plaît, si ce plan te plaît, tu peux partager ces vidéos-là et tu peux même nous soutenir sur Tipeee avec des dons mensuels pour qu'on puisse rester indépendant, qu'on puisse continuer à se développer, qu'on produise plus de vidéos, plus recherchées, avec plus de contenu, etc. Tu vois, histoire qu'on tienne la boutique Canard Réfractaire et qu'on continue à faire nos actions. Sauf que évidemment, cette grande union nationale, elle va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, ni même juste en partageant les vidéos, même si c'est important, ça va pas suffire. Il va falloir aller se parler à chaque occasion, et ces occasions, c'est notamment les révoltes, les mobilisations, les blocages. Donc quand les agriculteurs ils sortent, il faut sortir. Quand les gens du BTP ils sortent, il faut sortir. Et quand n'importe qui sort, il faut sortir pour pouvoir faire du contact et pour pouvoir former ce grand mouvement qui est nécessaire. Bravo à Paul qui travaille au Canard maintenant pour ses recherches, et à Kouro pour le montage de cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour en description si vous voulez avoir plus d'informations, notamment les sources qui ont été utilisées pour cette vidéo. Mets un petit commentaire aussi, ça aide toujours pour l'algorithme, ça valorise un petit peu la vidéo, ça permet à des dizaines, des centaines de personnes de pouvoir découvrir notre contenu. Et puis voilà, sur ce, des bisous et à la prochaine. Allez, on se casse!